et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Lundi 19 décembre de l'année 2016, doucement, mais lentement, doucement, nous nous tendons petit à petit vers la fête de Noël, la fête de la Nativité du Christ. C'est la dernière ligne droite, mesdames et messieurs, bonjour. Content de vous retrouver sur le plateau de LCF et sur les ondes de City FM pour l'émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons en studio les confrères Hello Mathieu Sobé, député de la Nouvelle, bonjour. Bonjour Junior et bonjour LCF, bonjour City FM. Ibrahim Macha, le député de Nouveau est avec nous, bonjour Ibrahim. Bonjour Junior. Ça fait un petit moment, ça fait longtemps, on a vous avez eu. Hein? Oui, nous sommes là. Ok. Merci d'avoir répondu au rendez-vous de ce matin. Dans la seconde partie, nous aurons comme invité M. Abis Samir. Il est le directeur exécutif de Vision Solidaire avec lui on va parler des migrants. Avant toute chose, voici la une des journaux. Nous démarrons la une avec le journal Togo Matin de Dieudonné Koro Lakina. Le journal titre à sa une, dossier crise gambienne, médiation de la CEDEAO à la découverte de la Gambie, sécurité maritime, conseil des ministres, vers la ratification de la charte de Lomé, diplomatie, Banque mondiale IDEA 2018, 23 milliards d'aides aux pays pauvres, football étardier, photo là-bas va bien. Liberté de l'écosse ce matin titre à sa une fameuse retombée du sommet sur la sécurité maritime. Les 56 véhicules de luxe acquis pour le transport des présidents portés disparus. Conseil des ministres et crise dans l'éducation. Fogna Singbe et le gouvernement snob la grève des enseignants et le sort des élèves. Les enseignants encore en grève de 4 jours dès ce mardi. Grand reportage Mango, la faune et victime. Les prisonniers, la misère, litige foncier. À Kossi Agbavi, le faux chef canton de Kossi Agbavi libre malgré le faux et usage de faux sénis. Les délégués de l'ANC demandent leur réintégration et la reprise de l'activité. Candidature de Batili à l'UA, trahison du Togo aux maladresses diplomatiques. Vox Populi, la voix du peuple est dans les classes avec nous ce matin. Le journal titre à la une. Le foncier au Togo, une bombe à retardement politique. Ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ministère de la fonction publique et syndicat au rouge. Des vérités sur la préfecture de la Bina et écoute téléphonique que dire du ministère de Sina Lanson. Chronique politique de Firmin Teko Agbo. Et si Ford Nassingbe, Joseph Kabila, Libongo d'Idriss Déby pouvaient faire comme Hollande. La nouvelle de Bonero, Betsum Lawson est dans les classes ce matin. Le journal titre à sa une. Il y a 4 ans, mourut le général Hassani Tijani suite à un empoisonnement. L'article trouvé à la page 6 de ce journal. 27 mois sans versement des frais de loyer de l'immeuble. Yavia Bouibo, un homme cynique et traître. Tout ceci se trouve dans le journal. La nouvelle de Bonero Lawson Betsum. Le correcteur dans les kiosques. Des sous encombrants des sociétés d'État au Togo révélés aux députés. Togo cellulaire et éternel cache-sexe de Togo Télécom. Les prestigiations du contre-amiral Aldegno au Parlement. La gouvernance du Togo et ses réalités. Gilbert Baora déserte son bureau au ministère de la fonction publique et érige un cabinet personnel ailleurs. Présidence de la Commission de l'Union africaine. Ford Nassingbe refuse la démocratie. Le démocrate sénégalais Abdoulaye Batili est trahi ses compères de la CEDEAO. Kofi Yamnyam, le Togo est passé de démocrature à ethnocrature. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce lundi 19 décembre 2016. La pause derrière nos invités. Nous retrouvons nos invités ce matin, les confrères Kailo Mathieu Sobé de la Nouvelle Tribune et Ibrahim Macha des temps nouveaux. On va commencer par le football. Mercredi dernier, Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de mettre encore sur pied de nouveaux comités pour essayer d'organiser la CAN 2017, la CAN à laquelle le Togo est qualifié et va participer dans moins d'un mois. L'information a été relayée dans plusieurs journaux, sauf que la population essaie de se rechigner puisque depuis bientôt 4 ans, la population attend les comptes de la CAN 2013. On ne les a pas. On sait que le journal La Nouvelle Tribune en a parlé, a eu accès à ces comptes de façon, on ne sait pas
comme j'ai eu accès, on en parlera avec Elom. Et Ibrahim Acham, vous suivez de près ce dossier. Où en est-on avec le compte de la CAN 2013 avant de revenir au comité 2017? Non, il faut dire d'emblée que le rapport de l'audit produit par le cabinet ICC de Mme Bito se trouve actuellement sur la table du Premier ministre, M. Kwame Klassou. Et les informations relatives à l'organisation, disons à la mobilisation, à la gestion et à la participation des éperviers à cette grande messe du football en terre sud-africaine sont contenues dans ce grand rapport. Et donc, puisque c'était le Premier ministre d'alors, M. Aoumezounou, qui avait promis au peuple togolais de faire les comptes, après son départ, les populations togolaises n'ont pas eu droit à ce rapport. Et le Premier ministre aussi qui est arrivé, l'actuel Premier ministre, M. Kwame Klassou, ne voudrait pas aussi suivre l'orthodoxie en matière de la continuité au sommet de l'État. Et donc, actuellement, c'est un peuple qui semble être désabusé, un peuple qui ne comprend pas pourquoi on ne voudrait pas jouer la transparence sur la gestion des fonds alloués à l'équipe nationale pour sa participation à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Vous comprenez donc que lorsque le Togo s'est qualifié, il y a eu certes de l'euphorie, les gens ont manifesté leur joie, mais chacun se posait la question de savoir comment les fonds allaient être mobilisés encore pour permettre à nos ambassadeurs, à l'équipe nationale togolaise de pouvoir allier Libreville et pouvoir jouer convenablement et défendre les couleurs nationales. Donc on était tous dans le doute et on savait pertinemment que il y aura un comité qui sera mis en place, mais est-ce que les Togolais auront encore confiance dans ce comité? Est-ce que les Togolais auront encore cette ferveur de mobiliser, de cotiser pour leur équipe nationale? C'est la question qui se pose, parce que si on est convaincu que l'argent que nous cotisons, l'argent peut-être rentre dans des circuits qui ne sont pas des circuits conventionnels, c'est-à-dire que l'argent n'est pas utilisé comme il se doit pour booster le moral des éperviers, pour préparer au point de vue physique et mental les éperviers à affronter les équipes adverses. Donc tout le monde va se sentir un peu, en tout cas, atteint. Alors vous savez, où est passé l'argent qu'on avait cotisé avant, parce que selon ce qu'on a pris, qu'on a lu dans les journaux, c'est que les fonds collectés par le société par Togocel, Togo et autres là, ces fonds ne sont pas parvenus au niveau du comité et ont atterri directement au niveau du trésor public. Et depuis lors, on ne sait pas, ces sous sont volatilisés, on ne sait pas c'est parti où. Alors est-ce que vous savez comment s'est passée cette gestion-là? Non, ce que nous avons appris, les fonds au niveau des sociétés de téléphonie mobile avoisinaient les 500 millions. C'est ce que les téléphonies mobiles ont pu mobiliser pour les éperviers. Et il faut préciser aussi que lorsque les fonds-là sont arrivés, le comité de gestion n'a pas eu accès directement à ces fonds, mais ce comité a été informé quand même de la disponibilité de ces fonds. Et les fonds ont été envoyés au Trésor parce que le ministre de l'économie de l'époque, M. Adji Ote Ayassor, avait aussi un regard, un droit de regard sur avec un représentant désigné qui gérait les fonds. La mobilisation de ces fonds. Et sans vous mentir aussi, selon certaines informations, le ministre Ayassor à l'époque aussi n'avait pas trop confiance aux membres de ce comité, parce qu'il se disait que l'argent, si on mettait cet argent à leur disposition, ça pouvait aussi passer par certains circuits qu'ils ne maîtriseraient pas. Donc il a voulu que l'argent soit au Trésor. Nous avons appris ça aussi. Il n'y a pas que l'argent de choses, il n'y a pas que les fonds mobilisés par les sociétés de téléphonie mobile. Il y a eu aussi les ressources, les primes que la CAN et la CAF plutôt a envoyé. C'était ça voisine les 300 millions aussi que la CAF a envoyé aussi à titre de prime pour la participation des éperviers aussi. Bon, l'argent là aussi, c'est arrivé certes, mais il y a eu aussi ça a disparu. Un peu de flou autour de la destination de cet argent. Donc il y a beaucoup de fonds, beaucoup de lignes qu'on nous a, en tout cas, qui ont été affectées à la participation des éperviers à cette CAN, mais
au final, on cherche souvent la traçabilité est très difficile. On continue de chercher. À vérifier. Oui, on continue toujours de chercher. Mais ce qui est écœurant, c'est que le gouvernement ne veut pas jouer la transparence sur ça. C'est ça qui Vous pensez que c'est le gouvernement qui bloque ou bien qui bloque? Évidemment. Qui doit donner le OK pour que les comptes soient publiés? Non, c'est le Premier ministre, puisqu'il a pris un engagement. Le Premier ministre Ahmed Zounou avait pris un engagement, comme quoi il devait avoir de la transparence autour de la gestion de ces fonds. Donc, lorsque M. Ahmed Zounou a quitté la primature n'est pas restée sans un chef encore. Il y a eu M. Klassou qui a été... Je signale du passage qu'il y a un comité qui est multiplié. Il y a un groupe d'activistes sur les réseaux sociaux qui s'activent depuis quelques jours. Vous voyez sur les images, faisant les comptes, c'est le mouvement faisant le compte qui est né comme ça sur les réseaux sociaux et qui fait le buzz. Ça tourne, et les gens réclament les comptes. Oui, c'est important, puisqu'on ne peut pas, en tant que citoyen, cotiser pour notre équipe nationale et on ne nous dit rien là-dessus. Et il y a encore une participation à la CAN. On va nous demander encore de cotiser. On va cotiser, mais comment ça sera? Alors nous allons la demander à aucun Togolais. Non, ce qui est sûr que nous allons cotiser. Ce qui est sûr que les comités qui sont mis en place, mais c'est bien dit qu'il y a un comité de mobilisation. Donc ce qui voudrait dire que forcément les Togolais vont mobiliser les fonds, ils vont cotiser. De gré ou de force, puisque nous utilisons les téléphonies mobiles. Ça va se passer là-bas. Vous avez souvenance qu'en 2013, on n'avait pas dit aux Togolais qu'il y avait une certaine opération qui se faisait. Il a fallu que les lanceurs d'alerte puissent fouiller, découvrir les ciments, les bières, voilà. tout cela. Non, voilà, on va suivre de très près. Et là, Mathieu Soboué, vous suivez cette affaire. Là, vous avez sorti un dossier la semaine dernière dans le journal de Nouvelle Tribune. Alors, où en est-on avec les comptes? On n'a pas encore les rapports officiels, mais bientôt les Togolais vont encore mettre la main à la pâte, comme le disait Ibrahim Matia. Alors, que dire des comités qui viennent d'être créés par le gouvernement togolais? Bon, moi, je pense quand même qu'à un certain niveau, il y a une certaine passivité ou un certain laxisme qui entoure la gestion de la chose publique. Je m'explique. En 2013, nous n'avons pas eu les comptes de la CAN. Depuis 3 ans, on est resté à crier à sur le baudet, à dire on veut les comptes, sans que les autorités togolaises n'aient pas le courage de pouvoir donner au peuple ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire les comptes de la CAN 2013. Et donc le principe de la reddition des comptes qui constitue un aspect fondamental, sinon l'une des caractéristiques de la bonne gouvernance dans un état de droit, doit quand même amener les autorités togolaises à pouvoir rendre compte dans les règles de transparence maximale, si je me réfère au décret, au communiqué du Conseil des ministres de la dernière fois. Et donc maintenant, si on se réfère à ce communiqué justement, où on parle de la création de nouveaux comités dans des conditions de transparence maximale, je pense quand même que c'est à bon escient, puisqu'ils se sont rendus compte que finalement en 2013, la transparence maximale n'a pas encadré, n'a pas entouré la création de ces comités qui, de toute évidence, ont dilapidé les fonds publics. La dernière fois, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de preuve que les gens ont dilapidé les fonds ou pas. Junior, nous avons fait une enquête. La semaine dernière, on a publié une partie des comptes et vous avez constaté que les gens dilapidaient les fonds publics. Et moi, je n'utilise pas... Comment? Non, on détournait des fonds. C'est-à-dire que dans le rapport audité, dans le rapport plutôt d'audit du cabinet ICCSAR, c'est bien écrit que des gens détournaient des fonds. Moi, je n'utilise pas d'autres mots. Ce n'est pas moi qui ai écrit le rapport, c'est un auditeur qui a produit un rapport. Juste la preuve du contraire, c'est pas que celui que vous avez publié, c'est le vrai rapport. Oui, mais c'est-à-dire que nous avons fait un travail d'investigation. Il revient maintenant aux autorités togolaises de mettre à la disposition du public, si ce qui circule dans nos journaux n'est pas la bonne version, c'est à eux de donner la bonne version au public maintenant. Nous avons fait une enquête si nous sommes en train de mentir, parce qu'on ne peut pas rester dans notre chambre à écrire des mots en disant que telle personne a détourné, telle personne a fait ceci. Nous avons publié des parties de ce rapport-là, et dans le rapport, dans ce que nous avons eu à publier, il est clairement dit que des gens ont eu à détourner des fonds. Il est écrit que les sociétés de téléphonie mobile, à la fin de l'opération spéciale qui a été faite à l'époque en 2013, n'ont pas versé, n'ont pas déclaré les fonds collectés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le rapport. Mais une société comme Move, par exemple, qui prend 151 millions et qui au moins a eu la présence d'esprit de déclarer qu'elle a eu 151 millions, c'est mentionné dans le rapport. Mais Togo Cellulaire, Togo Télécom n'ont jamais déclaré à l'État les montants collectés. Et puis en 2013, ce que les gens ne savent pas... Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été versé
au niveau du trésor. Peut-être que c'est versé directement au trésor, on ne sait pas. De toutes les façons, quand c'est versé en orthodoxie financière, on prend une décharge, il y a un papier qui laisse une traçabilité, comme quoi on a déclaré les montants collectés. Et puis figurez-vous qu'il y a des sociétés qui n'ont pas été accréditées, mais qui ont collecté des fonds au nom de l'État togolais. Ça s'est passé en 2013. Avant la création du comité de mobilisation des fonds, il y a eu des sociétés qui ont eu à collecter des fonds dans le cadre de cette opération spéciale. C'est après la création de ce comité de mobilisation des fonds qu'il y a eu ce rappel à l'ordre de ces sociétés pour qu'ils puissent verser une partie de ces fonds. Et puis Dieu seul sait si ce qu'ils ont versé, puisque c'est dans le rapport, Dieu seul sait si ce qu'ils ont versé correspond à ce qu'ils ont vraiment collecté sur le terrain. Et donc ce qui se passe maintenant, je pense que c'est un scandale d'État. C'est-à-dire qu'on doit maintenant aller vers la transparence dans la gestion de la chose publique. Je pense qu'en 2006, au sortir du mondial en Allemagne, on a eu à nous faire des comptes, même si c'est des comptes qu'on a eu à critiquer. En 2010, on a connu la fusillade de Cabinda, mais M. Winnie Tobati à l'époque a quand même rendu compte, et même si on a eu à critiquer aussi la façon dont ces comptes ont été faits, puisque on n'a pas joué, mais on nous a fait les comptes comme quoi on a fait des dépenses, etc. Mais en 2013, il revenait de bon droit que le public, sinon le peuple togolais, ait quand même à avoir un rapport qui situe la façon dont les choses ont été gérées. Parce qu'il s'agit de l'argent public ici, dans ce cas. Il s'agit de l'argent du contribuable. Moi aussi, j'ai cotisé. Junior, tu as cotisé. Mon confrère Ibrahim aussi a cotisé. Tout le peuple togolais a cotisé pour que les éperviers puissent participer à cette fête continentale. Bon, maintenant, on n'a pas encore les comptes de la CAN 2013. On se retrouve maintenant à créer de nouveaux comités dans des conditions, entre guillemets, de transparence maximale pour pouvoir aller vers une nouvelle CAN. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui laisse pantois. Et moi, je demande humblement aux associations de consommateurs de prendre leurs responsabilités. Parce que Rapidement, en quoi faisant? Bon, en quoi faisant? Bon, moi, ils ont déjà sorti un communiqué pour demander que les comptes sont rendus. Oui, moi, il ne me revient pas. Sûrement, l'espère que ces comptes seront rendus avant la CAN, il nous reste encore un mois. Oui, peut-être que le gouvernement pourrait satisfaire des comptes et il a trouvé que bon, c'est plus la peine de faire des rapports publics. Peut-être que les premières autorités ont déjà eu les rapports et tout le monde est satisfait. Et plus besoin de publier pour que la masse soit au courant. C'est aussi leur choix ou bien non, c'est pas un bon choix puisque c'est un choix. Mon frère, j'ai dit c'est pas un bon choix, même si c'est un choix, mais c'est pas le bon parce que nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une société privée où les gens peuvent se donner des libertés de gérer la chose publique comme si c'était dans une épicerie. Ici, il s'agit d'une république et la république a ses lois. Et la république qui se déclare un état démocratique doit suivre l'exigence de bonne gouvernance. La bonne gouvernance voudrait qu'on rende compte de la chose publique. Donc les autorités togolaises ont obligation de jouer à la transparence dans la mobilisation des fonds pour les éperviers. Donc c'est ce que le public demande. C'est parce qu'il y a des tests qui demandent à ce que le citoyen sache ce qui se fait au sommet en matière de finances et en matière de gestion de la chose publique. C'est ce que nous demandons. Donc, il n'y a pas à dire que les autorités sont satisfaites par rapport au rapport qui leur a été présenté, mais il faudrait quand même que les citoyens, puisque c'est nous qui cotisons, les autorités seules, à elles seules ne peuvent pas cotiser pour amener les éperviers à la CAN. C'est les citoyens qui cotisent, donc il faudrait qu'on dise clairement aux citoyens combien l'argent, en tout cas, à combien s'élèvent plutôt les fonds mobilisés, et là, chacun en avisera. Et s'il y a à faire mieux pour la CAN 2017, les citoyens diront que peut-être qu'à la fin de la CAN 2017, on aura les deux comptes. C'est aussi une autre option. Peut-être qu'à la fin de la CAN 2017, on aura les deux rapports. Ce qui n'est pas aussi normal, non, ça ne se fait pas. Mais c'est possible. Mais ça peut être une option aussi. On ne procède pas par accumulation de fautes. C'est-à-dire qu'on doit au moins faire les comptes de 2013, on tire les conséquences et on tire l'expérience de ce qui n'a pas marché pour pouvoir améliorer dans l'organisation de la CAN 2017. Mais qui vous dit que l'État n'a pas fait? L'État n'a pas fait. C'est le même État qui a créé le comité 2013, qui crée encore le comité 2017. Ça veut dire qu'il a tiré le son avant de créer le comité 2017. Non, pour être clair, il faut dire que ici nous consacrons ce que nous appelons l'impunité. Parce qu'on a peur de punir les gens ou bien on protège les gens. Comment on peut avoir peur de punir les gens? Mais on a peur de punir les gens. Comment l'État peut avoir peur de punir les citoyens? Vous ne le savez pas. C'est votre première fois d'apprendre qu'il y a eu des scandales financiers dans ce pays. On n'a jamais tiré au clair ces scandales. Le scandale Togo Telecom, qu'est-ce qu'on nous a dit de ça? Là, nous sommes en football. Mais c'est aussi les choses, les fonds publics. Ce qui a été mobilisé, ce sont des fonds publics. C'est le contribuable. Vous comprenez? Donc il y a eu un scandale à Togo Telecom. On ne nous a rien dit de ça.
Il y a eu aussi plusieurs scandales au fer. Mais le fer, M. Chamsi est parti du fer comme ça, et il y a eu des soupçons de détournement énorme, mais on n'a jamais dit. Sotoko. Vous parlez de Il y a eu Sotoko. Ce sont des allégations, mais reste à savoir si elles sont avérées ou non. Le Le vrai problème, c'est que ces sociétés, aussitôt après, sont à genoux. À Togo Télécom, on parle de redressement. Il y a redressement parce qu'il y a eu banqueroute. Voilà, donc si les gens ne veulent pas jouer à la transparence, au moins les citoyens sont intelligents pour savoir que lorsqu'il y a une situation qui ne va pas dans une société et qu'on procède à un redressement, c'est qu'il y a eu problème. Ok. Bon, Junior, non, mais il faut qu'on évolue. Oui, moi je veux ajouter quelque chose. Non, attends, Junior. Parce que là, je pense qu'on ne s'entend pas. C'est-à-dire que vous et nous, on ne s'entend pas. Je pense que, comme l'a dit... Oui, non, on est d'accord, mais mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la gestion de la chose publique doit se faire en toute transparence. C'est-à-dire que on n'est pas dans une république bananière, on est dans un état de droit. Et donc, quand on accuse au niveau des États-Unis les gens de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, et que nous-mêmes, on n'est pas en mesure de pouvoir dire au peuple ce que nous dépensons, ce que nous avons fait de la gestion de la chose publique. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'au terme d'une élection, on ne fait pas le bilan, on attend la prochaine élection, on élit le président, on cumule les deux bilans? Une question, est-ce que seulement Togo qu'on met sur pied les comités pour organiser la CAN? Est-ce que dans les autres pays qu'on fait ça, il y a des rapports publiés sur les médias? Quand nous le recommandons Togo ici? Bon, moi je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les autres pays. Moi je veux savoir, je sais ce qui veut se passer dans ce pays. Je suis en train d'observer en tant que citoyen. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau même de la FIFA, malgré les scandales qui secouent la FIFA, il y a quand même un certain rapport où on rencontre aux associations membres. Mais pas la masse. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas, la FIFA ne demande pas à la population mondiale de cotiser pour jouer le mondial. La FIFA ne demande pas à tous les citoyens du monde de téléphoner pour qu'elle prélève 5 francs par minute. Hein. Ici, on a prélevé 5 francs par minute sur les appels. On a demandé aux gens de pouvoir payer du ciment, où on a augmenté le prix du paquet du ciment de 100 francs de 200. Quand vous allez au port, Togo Terminal a pris 200 francs sur le tonnage de la marchandise. Mais ça, c'est des choses qui sont relatives à la vie des consommateurs. Et donc, on ne peut pas, dans ce contexte-là, dire qu'on ne doit pas rendre compte. On doit rendre compte de la façon dont ces fonds ont été gérés. Et là, moi, j'attends, dans les prochains jours, la publication officielle de ce rapport pour qu'on puisse situer les responsabilités. Sinon, comme l'a dit mon confrère Atia tout à l'heure, l'impunité ne doit plus être érigée en règle au Togo. Merci, on va évoluer, on va parler des enseignants. Les enseignants qui donc, on dit vous avancer la table du gouvernement, nouveau mot d'ordre de grève. Dès demain, ils seront encore en grève. Cette fois-ci, ils disent c'est une grève de mécontentement, une grève de mécontentement pour dénoncer les menaces, les pressions que subissent certains enseignants à l'intérieur du pays. On l'a vu vendredi dernier, les enseignants voulaient se réunir de Lomé à Daparon sur toutes les régions du territoire national. Ils ont été empêchés de faire leur AG. À Lomé, par exemple, l'AG a eu lieu en pleine rue. Alors, Ibrahim Atia, que se passe-t-il au juste? L'année s'achève, les enfants n'ont pas composé, la grève continue, et le gouvernement aussi est braqué, les enseignants sont braqués. Que faut-il faire pour sauver l'année? Non, il faut dire que l'éducation togolaise est en train de prendre un coup, parce que dans ce rapport de force, c'est l'éducation togolaise qui est en train de perdre, parce que si les enseignants ne veulent pas aussi baisser les bras, et au niveau du gouvernement, on ne veut pas aussi jouer disons, au dialogue et essayer de discuter avec les syndicats de ces enseignants. C'est vraiment nos élèves, c'est nos petits frères et partant toute l'éducation togolaise qui est en train de subir les conséquences désastreuses de cette grève ou bien de ce bras de fer qui est dorénavant visible entre les autorités et les syndicats des enseignants. Ici, il ne s'agit pas de voir qui a tort, qui a raison. Moi, je voudrais que, au nom de la République, au nom de l'amour que nous avons pour notre pays et au nom de l'avenir que nous voulons construire pour la jeunesse togolaise, que les deux parties fassent vraiment preuve de retenue, que les deux parties décident enfin de s'asseoir, de discuter et de voir quelle solution on peut trouver à la crise qui commence par vraiment se manifester au sein du système éducatif togolais. Moi, je ne dirais pas qu'il y a des syndicats qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de base légale, qui n'ont pas de choses, mais ce qu'il faut constater que
ces syndicats arrivent quand même à paralyser le cours normal des cours sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut comprendre que ces syndicats, qu'on dit ne disposant pas de base légale, ont une certaine légitimité. Ils ne sont pas un groupe d'individus. Ce n'est pas un groupe d'individus, ils ont une certaine légitimité. Parce que si aujourd'hui on constate que dans presque tous les lycées sur l'étendue du territoire, les cours sont... Les collèges, les cours primaires aussi. Et même les cours primaires, et même dans les collèges, les cours ne se déroulent pas normalement. Il faut comprendre que ces syndicats ont réussi quand même à convaincre leurs syndiqués, et comme quoi le rapport de force... Ils ont une base derrière eux. Ils ont une base, oui, bien reconnue, derrière eux, et que le gouvernement aussi doit comprendre finalement que ces syndicats-là, ce ne sont pas des syndicats entre griffes pirates ou bien fantômes, comme on a eu certains... Est-ce que vous comprenez pourquoi le gouvernement va discuter avec ces syndicats en question? Non, je pense que le gouvernement ne voudrait pas tout de suite se montrer, comme on le dit, il ne veut pas, il se montre plutôt intraitable, c'est tout, pour dire qu'ils n'ont pas vite fléchi. Donc on veut jouer à l'épuisement et on veut jouer un peu jusqu'à voir est-ce qu'il y aura une certaine ténacité au niveau de ces syndicats, au niveau de ces enseignants. Sinon, les revendications, je pense que les autorités togolaises sont conscientes quand même de ces revendications des enseignants. Ce sont des revendications légitimes. Maintenant, il suffit maintenant de tenir un langage consignant et responsable envers ces syndicats. Et si éventuellement on n'a pas les moyens actuellement de satisfaire à leurs doléances, je pense que la manière même de les aborder, le langage qu'il faut tenir aussi compte beaucoup dans le rapport entre ces autorités-là de l'éducation et les syndicats des enseignants. Merci Ibrahim. Eloma Tsougbé n'est pas d'avis avec vous, je connais sa position sur la question. Eloma Tsougbé, les enseignants vont rentrer encore en grève demain pour 4 jours. Et donc ça veut dire que les enfants iront en congé comme ça, il n'y aura pas eu cours, depuis novembre il n'y a pas eu cours. Ils vont partir en congé vendredi. Et votre réaction là-dessus? Non, je pense que moi je ne suis pas contre la grève en fait. Je ne suis pas contre le fait qu'on pose des revendications. Et je ne suis pas contre le fait aussi qu'on ouvre ou bien qu'on dialogue. Mais ce contre quoi je suis, c'est que je n'aime pas la manipulation. Aujourd'hui, il s'agit d'une manipulation. Quand on voit des enfants descendre dans la rue, il s'agit d'une manipulation. Parce qu'à un niveau donné, depuis 2013, comme je l'ai dit tantôt, si vous suivez bien le déroulement des grèves répétitives dans le secteur de l'éducation, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il y a des choses qui ont été solutionnées. Moi, j'ai suivi un enseignant dire la dernière fois sur ce plateau qu'il n'y a aucune solution qui a été trouvée dans le cadre permanent de concertation. Moi, je dis, je m'inscris en faux et moi, je me demande s'il est réellement enseignant. Parce qu'il va falloir qu'on puisse tenir un langage de vérité. Même si c'est un aspect qui a été sorti de ça, c'est quand même quelque chose. Mais qu'on dise qu'on n'a rien eu depuis l'ouverture du cadre permanent de concertation, moi, je dis que mais vraiment peut-être que cet enseignant est entré dans le système récemment. Essayez de nous énumérer les points, les acquis. Bon, écoutez, la mutuelle des enseignants du Togo, qui a été créée, qui a aujourd'hui, qui a fait sa phase opérationnelle à Tapamé, sous le... C'est la Banque africaine de développement qui a financé. C'est pas le Togo. Non, mais c'est le Togo. Écoutez, la BAD ne finance pas comme ça. Il y a un projet. C'est un projet du ministère des enseignements primaires et secondaires. Et à l'époque, il y avait le ministre Florent Maganawe. Et c'est la mutuelle des enseignants du Togo que les enseignants avaient demandé. Et donc aujourd'hui, ils sont toujours dans la phase opérationnelle de cette mutuelle-là. Ça, c'est un acquis du cadre permanent de concertation. Deuxième acquis du cadre permanent de concertation, c'est les primes de rentrée de bibliothèque. Mais les gens ne se sont pas retrouvés dans la rue pour qu'on puisse leur payer plutôt des primes de rentrée de bibliothèque. Ça a fait l'objet de discussions entre le gouvernement et les syndicats. Et moi, je me rappelle que dans ce pays, il a fallu attendre 23h50 avant que le gouvernement ne puisse céder à ce point de paiement de primes de rentrée de bibliothèque par raconte, c'est-à-dire que chaque année, on paye et ça augmente graduellement jusqu'à ce qu'on atteigne le plafond de 150 000 francs. Ça aussi, c'est dans le cadre permanent de concertation. Et donc, un enseignant dit aujourd'hui qu'on n'a trouvé aucune solution au sein du cadre permanent de concertation. Je pense que lui-même n'est pas enseignant, ou soit qu'il est entré dans l'enseignement il y a 1 an. Bon, maintenant, si on prend les nouvelles revendications,
portées par ces syndicats. À vrai dire, il n'y a pas de nouvelles revendications. C'est des revendications qui existent depuis 2013. Et qu'ils ont réchauffé. Oui, ben, qui reviennent maintenant. Bon, maintenant, moi, je voudrais simplement exhorter le gouvernement à procéder rapidement à la signature du statut particulier de l'enseignant. En fait, c'est ça le problème. Si aujourd'hui, les enseignants ont leur statut particulier, je pense que les autres points qui gravitent autour de ce statut-là vont quand même se... Les prix de logement... Voilà, ces points vont se dissiper. Le statut particulier de l'enseignant constitue l'épine dorsale du problème. Si aujourd'hui le gouvernement procède à la signature de ce statut particulier de l'enseignant, vous allez voir que au moins la majorité des problèmes dans le système de l'enseignement seront réglés et que les enseignants iront à l'école et sinon poser de petits problèmes. Donc maintenant, par rapport au communiqué portant recrutement de 1000 enseignants fonctionnaires, je pense quand même que le porte-parole de la coordination des syndicats a dit sur ce plateau qu'il ne s'agit pas d'un recrutement qui a été lancé pour remplacer les enseignants grévistes. C'est un projet de la Banque mondiale. Et donc, bon, je ne veux pas rentrer dans une polémique en disant que oui, bon, les enseignants même ont déjà dit que c'est un projet de la Banque mondiale et que ce n'est pas destiné à remplacer les enseignants grévistes. Ils ne sont pas menacés, et donc, ils ne sont pas menacés. Et donc, peut-être que dans le discours maintenant, il faut quand même tenir compte de cela aussi, pour qu'on ne puisse pas entretenir la polémique inutilement, sinon rentrer dans des débats qui ne tiennent pas. Une question, est-ce que vous trouvez normal le fait qu'on refuse aux enseignants de se regrouper pour faire le RG? Bon. C'est fait vendredi. Mieux, samedi, même à ce côté, il y a les policiers qui sont rentrés dans le cyber pour ramasser les photocopies de mouvements de mots de grève. Non, ça, je pense que... Tout. Non, ça, je pense que ce n'est pas normal. La liberté syndicale est garantie par le test et donc il ne s'y est pas de pouvoir interdire à quelque syndicat que ce soit de se rassembler ou de pouvoir réfléchir ou de pouvoir trouver une solution à une situation. Et donc ça, vraiment, c'est à condamner parce que ce n'est pas bien de pouvoir interdire à quelqu'un d'exercer une liberté syndicale. Ils sont dans leur droit, ces syndicats, de pouvoir faire l'Assemblée générale et de pouvoir définir des choses qui peuvent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement, c'est d'élargir le cadre permanent de concertation à ces nouveaux syndicats qui émergent. Et après avoir élargi ce cadre permanent de concertation, je pense que le gouvernement va quand même trouver une solution définitive à ce schisme syndical qui se crée au niveau du pays. Depuis 2013, on a discuté avec différents syndicats de l'enseignement. Cette année, on discute avec d'autres syndicats, et si bien que le gouvernement dit que c'est des syndicats qui ne sont pas légaux. Et l'année passée, les syndicats ont servi une trêve. Ils ont donné 12 mois au gouvernement pour essayer de régler le problème, mais le gouvernement n'a pas fait. Oui, mais en 2013, l'année dernière, c'est l'U7. C'est l'Union des syndicats de l'éducation du Togo. Il y a eu une scission au niveau de l'U7. Oui. Les gens sont sortis et c'est ce que ça crée comme nouveau syndicat. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, moi je préconise qu'on aille vers des élections syndicales. C'est à ce niveau-là, il faut aller vers des élections syndicales. Si la base vous élit en tant que garant de notre syndicat, en tant que secrétaire général, je ne pense pas que demain les mêmes gens qui vous ont élu vont refuser de vous reconnaître légitimement. Et donc s'ils refusent en vous la légitimité, ça veut dire qu'ils connaissent les tests, ils peuvent vous démettre selon les tests. Et donc il faut aller vers des élections syndicales pour qu'on arrête cet émiettement syndical qu'on observe au niveau du paysage. Merci. Alors, on va dire un mot sur la Gambie, 2 minutes avant de recevoir notre invité, M. Samir Abi, qui est là, déjà nous attend. Alors, Ibrahim Atia, vous suivez de près le dossier gambien et samedi, les chefs d'État réunis à Abuja ont décidé de nommer un médiateur à la version de Buhari du Nigeria qui va aller très bientôt en Gambie. Et les chefs d'État sont que les règlements les 19, ils seront tous à Banjul pour assister à l'investiture de Adama Barrow qui se montre ferme, qui dit que jamais partout pas, lui, le 19, il va prendre ses fonctions. Oui, il faut féliciter les chefs d'État de la CEDEAO qui sont réunis à Abuja. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont tenu un langage de fermeté à l'endroit de Yahya Jammeh. Il n'y a pas eu de complaisance envers le comportement de Yahya Jammeh. Les chefs d'État qui étaient à ce sommet ont dit et ils ont réaffirmé leur félicitations à Adama Barrow, qui est le vainqueur des élections, et ils ont demandé à Yahya Jammeh, qui a perdu ces élections, de vider le plancher et de céder le pouvoir à Adama Barrow le moment venu. Je pense que cette fermeté de la part de la CEDEAO est une pression de plus sur Yahya Jammeh, et Yahya Jammeh comprendra que lorsqu'on perd une élection, il ne sert à rien de s'approcher, même s'il a besoin des garanties par rapport à sa retraite.
je pense qu'il ne devait pas procéder à ce coup de force, à cette volte-face constatée tout dernièrement dans le développement politique en Gambie. Il aurait pu rencontrer Adama Barrow, comme ce fut le cas entre Yahya Boni et Patrice Talon à Abidjan. Vous avez souvenance que les deux le chef de l'État togolais aussi. Il était là ensemble, même si on ne nous a pas dit clairement ce qui s'est passé. Dans les coulisses, nous avons appris qu'il s'agissait quand même de régler leurs différends et surtout de donner des garanties à Yahya Boni par rapport à sa retraite. Et donc c'est ce qui devait être fait aussi en Gambie. Et surtout qu'il n'a jamais été le premier à reconnaître sa défaite. Vous comprenez donc qu'il était d'une manière ou d'une autre rentré dans l'histoire par la grande porte. Les gens ont commencé par le féliciter et cela allait amener les Gambiens à oublier, donc on peut oublier, du moins à pardonner ces dérives autoritaires durant ces 22 ans de règne. Mais comme il a voulu imposer, en tout cas s'imposer par la force aux Gambiens, je pense que actuellement, si vous remarquez même sur les réseaux sociaux et les informations qui nous proviennent de Bangui, il y a une forte... Non, de Banjul. De Banjul, autant pour moi, de Banjul. Il y a une forte mobilisation. Oui. La société civile prend conscience, les gens n'ont plus peur. Oui, même les citoyens ordinaires, tout le monde... Ils n'ont plus peur, jamais. Jamais ne fait plus peur quand même. Mais je me dis qu'il faut oublier aussi l'option militaire, parce qu'il n'y a jamais... Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là, on attend de faire, on suit le dessus de on espère que tout va se passer calmement. Oui, mais en tant que journaliste et leader d'opinion, il faudrait qu'on commence très tôt à demander à ce qu'on n'aille pas vers l'option militaire. Il faudrait plutôt faire prévaloir le dialogue. Ce serait l'ultime option quand même. Continuez toujours pas à dialoguer, c'est important. Un mot, hein? Non, moi je pense que Yahya Jammeh doit pouvoir à un moment donné dire que finalement c'est fini. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rester dans l'utopie de façon à occasionner encore des pertes en vies humaines. Il faut simplement en tirer ses propres conclusions et dire que bon, le pouvoir c'est fini, avant que les choses ne décident pas par le quitter. Parce que s'il veut aujourd'hui y aller par la force, mais Kadhafi a tout fait, il a dit des choses, il a quand même essayé de martyriser son peuple, mais finalement c'est lui qui est mort. Mais ça ne sert à rien de pouvoir affronter tout un peuple. Je pense que c'est fini, et Yahya Jammeh doit pouvoir partir. Merci mesdames, messieurs, voici la pause publicitaire derrière la pause de notre invité, Samir Abi, il est le responsable des Visions Solidaires. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio, notre invité est là, M. Samir Abi, il est le responsable, le directeur des études de l'ONG Vision Solidaire. Bonjour. Bonjour. Alors hier, c'était le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Pourquoi d'abord cette journée? C'est une journée qui a été instituée à la suite de l'adoption le 18 décembre 1990 de la Convention des Nations Unies sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En fait, c'est une convention qui essayait de régler définitivement les problèmes que rencontrent les gens qui se déplacent et qui vont s'installer dans un autre pays que le leur. Ils rencontrent beaucoup de problèmes. Vous savez, le premier problème qu'ils rencontrent, c'est le problème de papier. Une personne qui se déplace pour aller s'installer dans un autre pays, il va devoir remplir beaucoup de conditions pour avoir des papiers, pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver un logement et autres. Donc il fallait régler ce problème-là et les Nations Unies en 1990 ont adopté une convention. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la convention a été ratifiée par beaucoup de pays du Sud, notamment les pays africains, mais les pays européens refusaient de ratifier cette convention. Et pourquoi? Vous savez, la migration, c'est un sujet très sensible dans les pays d'Europe. C'est un sujet qui prétend dire, voilà, les gens viennent, ils viennent prendre nos emplois, ils viennent prendre nos maisons, ils viennent prendre nos femmes, ils viennent prendre nos filles aussi. Parce que c'est vraiment toute une xénophobie, discrimination qui tourne autour de ça. Donc les gens sont très sensibles à la question des migrations en Europe et les pays européens n'ont jamais eu le courage de ratifier cette convention sur le droit des travailleurs migrants, qui fait qu'ils sont pratiquement hors la loi par rapport à cette convention de droit des travailleurs migrants. Alors, cette journée intervient dans un contexte particulier où cette année il y a eu un nombre record de morts au niveau des migrants, 7200 pour être précis. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, énormément, parce que il se fait que, on a dit tout à l'heure dans
pas tout à l'heure, mais dans une déclaration qu'on a lancée il y a une semaine, on l'a dit, il est plus facile à une bouteille de Coca-Cola de circuler dans le monde qu'à un homme de circuler actuellement dans le monde. On a des gens qui meurent parce qu'ils veulent juste changer de pays. Vous trouvez ça normal qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils veulent juste aller dans un autre pays? Mais s'ils veulent se mettre dans un autre pays, on connaît la voie normale d'y aller. C'est pas prendre des bateaux de fortune comme les gens le font. Et justement, parce que cette voie normale-là, dites-moi quelle est la voie normale pour aller maintenant? Mais se prendre un avion pour voyager si vous voulez voyager normalement. Justement, non pour voyager. Prendre des trains. Mais si quelqu'un décide de prendre des pirogues et autres là, la personne va choisir de mourir. D'accord, non, prendre un avion pour voyager. Mais avant de prendre un avion, vous demandez un préalable. Un visa. Justement, un visa. Et pour avoir un visa, il faut des préalables aussi. Mais si vous n'avez pas de visa, autant rester chez vous. Alors moi, je dis toujours quelque chose, je rappelle toujours les chiffres. Je dis toujours, en 1990, jusqu'à les années 90, nous, on n'avait pas besoin de visa pour aller en Europe. Ouais. Et quand on n'avait pas besoin de visa pour aller en Europe, il n'y avait pas de mort à la mer. Ouais. Les gens prenaient juste l'avion, ils allaient en Europe, ils ne mouraient pas. Mais c'est à partir du moment où certains ont décidé de mettre des visas pour que les gens puissent aller dans leur pays, qu'il y a des gens qui ont commencé à mourir dans la mer. C'est un fait, c'est une évidence au fait. Il ne faut pas oublier. Mais en même temps que nous, on nous demande d'avoir des visas pour aller en Europe, il y a des pays comme la Colombie qui n'ont pas besoin de visa pour aller en Europe. Ça veut dire qu'en fait, c'est des lois xénophobes. Parce que toi, tu es noir, et parce que tu es black, tu dois avoir un visa pour aller en Europe, alors que d'autres personnes qui sont blancs peuvent aller en Europe sans visa. Monsieur Abi, une question. Est-ce pas parce que les Africains vont en Europe, ils ne rentrent plus chez eux, et ils constituent des poids pour les pays occidentaux, qu'on a dû instituer dans ce visa? Non, en fait, non, c'est même pas ça. Ce que je dis, le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on institue des politiques qui les bloquent, qui ne rentrent plus chez eux. C'est-à-dire quand une personne sait que quand je pars et que je reviens, je peux encore repartir, il va rentrer facilement. Parce que tous les Africains qui vont en Europe vous le diront, ils ne veulent pas vivre dans le froid. Le froid et tout ça, vous savez, l'Europe c'est un pays de stress où le travail est très dur. Ils vont juste pour découvrir quelque chose, pour voir les opportunités. Mais ce qu'on remarque quand même en plus, même pour les migrants, vous savez, souvent il y a tout un discours qui se passe actuellement, c'est qu'on a l'impression que l'Europe c'est l'Eldorado. Les migrants ne sont pas bêtes. Vous savez, quand la question des réfugiés s'est posée, les Érythréens et les Somaliens qui sont arrivés en France, on a voulu les légaliser en France, leur donner le statut de réfugié en France. Mais ils ont refusé la France. Ils ont dit non, on ne veut pas rester en France. Et les Français étaient choqués. Ils disent non, on ne veut pas rester en France. La France, ça ne nous intéresse pas du tout. Et les Français étaient choqués que les migrants disent on ne veut pas de la France. Vous imaginez cela? Et la plupart des migrants qui arrivent maintenant en Europe, c'est juste qu'ils sont en transit parce que la plupart voient soit la Chine, soit l'Amérique latine. Et ça, c'est les données chiffrées. On a vu ça au début de cette année. On a eu près de 2000 migrants qui ont transité en Europe pour pouvoir finir en Amérique latine après. Parce que l'Europe, les migrants ne sont pas aussi bêtes qu'on croit. Et quand vous allez dans les régions où il y a beaucoup plus de migrants qui sont en transit, comme le Maroc, l'Algérie, le Niger et autres, les migrants, ce n'est pas les derniers de la classe. Hein. Ce n'est pas des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'argent. C'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont de la connaissance. Mais malheureusement, dans leur pays, ils ont essayé de travailler, ils n'ont pas trouvé de l'emploi. Ils n'ont pas trouvé toutes les compétences nécessaires pour pouvoir aller loin. Parce que vous savez ce qui se passe dans nos pays, on n'a pas parlé des enseignants, de tous les problèmes qu'il y a. C'est des gens comme ça qui sont obligés maintenant de partir changer de pays pour aller ailleurs. Alors que doit-on faire aujourd'hui par rapport à cette crise des migrants et son corollaire de morts qu'on ne cesse d'enregistrer chaque jour? Moi je dis, il faut que les pays africains soient courageux. Il faut que les pays africains soient courageux d'entamer des négociations avec les pays européens pour leur dire, quand on parle de partenariat, on ne parle pas juste, vous, de vos entreprises, de vos marchandises, de rentrer dans nos pays africains, comme ça a été le cas pour les accords de partenariat économique. Dans les accords des accords de partenariat économique, les APE, l'Europe a insisté pour que les pays africains ouvrent le marché, ou fassent baisser les tarifaires et douanières, et autres pour que les pays européens, les produits européens puissent rentrer concurrencer nos produits ici. On dit, si vous pensez que c'est bon pour vos produits de venir chez nous dans nos pays, alors nous pensons que c'est bon pour nos jeunes, nos migrants aussi d'aller chez vous parce qu'ils nous rapportent de l'argent. Ils transfèrent des fonds massivement pour nous dans nos pays. Donc on doit négocier. Vraiment, la migration, c'est des pays juste. Souvent on m'a dit question de sensibilisation. C'est des pays question de sensibilisation là. Vous savez, le président sénégalais, le président sénégalais est arrivé en France, Macky Sall, pour une mission officielle. Il a fait une interview avant de partir en France. Il a dit, il était clair. Nous on ne négocie pas, on ne transige pas sur ça. Il faut négocier avec les pays européens. Si un vrai partenariat, c'est ça. Pour dire que nous, nos hommes, nos jeunes, ils nous sont utiles parce qu'ils nous rapportent de l'argent, ils rapportent de l'argent à leur famille. Et ça, c'est une question de cadre politique, de dialogue qu'il faut rouvrir avec les pays européens qui, malheureusement, est actuellement biaisés. Est-ce qu'il faut encourager ces jeunes qui quittent leur pays, surtout les pays en Afrique au sud du Sahara? Il faut les encourager d'aller vers l'Eldorado européen, ou bien il faudrait plutôt mettre en place des mécanismes pour pouvoir les retenir ici, de manière à ce qu'ils s'épanouissent sur
le continent de leurs aïeux. Alors moi, je dis toujours dans mes interventions qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a la question de la mobilité et la question de la migration qui sont deux choses différentes. La mobilité, c'est le fait de se déplacer librement dans le monde. Ça veut dire que toi, tu as invité à une conférence, tu y vas librement, sans problème. Ça peut arriver dans la vie de ton chacun d'être invité quelque part et d'y aller. Mais la migration, c'est quelqu'un qui veut se déplacer carrément pour aller vivre ailleurs. Oui. Alors, la migration, souvent j'évite d'en parler parce que ça dépend de toi. Ça dépend d'une personne donnée qui veut se déplacer. Vous ne savez pas pourquoi il veut se déplacer. Il veut se déplacer parce qu'il est tombé amoureux. Il n'a pas trouvé la femme de sa vie ici. Il veut se déplacer parce qu'il n'a pas trouvé le travail qu'il lui faut. Généralement, c'est le travail. C'est une migration économique. Pas forcément. Mais la plupart du temps, c'est ça. Vous dites que la plupart du temps, c'est le travail. Mais moi, je connais des gens, en fait, qui sont nés au Togo, mais qui ne se sentent pas à l'aise au Togo pour avoir du savoir. Et si ces gens-là pouvaient aller dans d'autres pays comme le Ghana ou bien comme l'Allemagne, ils pourraient avoir plus de savoir. C'est pas forcément, on limite tout au travail, mais c'est pas forcément ça le travail en fait. Il y a tellement mille et une raisons. Il y a aussi les problèmes de l'agriculture. Ils sont là, il pleut plus, ils sont obligés de migrer aussi parce que c'est le changement climatique qui l'oblige. Donc il y a tellement de raisons qui trouvent la migration que moi je dis pas aux gens il faut les recommander ou ne pas recommander, mais c'est la vie de quelqu'un qui l'oblige à migrer. Mais la mobilité doit être un droit pour tous. On doit pouvoir avoir la chance d'aller passer 2 semaines aux États-Unis, 2 semaines en Asie. On n'a pas le problème. Si on veut bouger... Le problème, c'est que quand les gens vont sur place, ils vont sur place pour un visa court séjour, et ils restent quand ils prolongent le séjour, quand le visa s'expire. Alors, sincèrement, ces gens-là, il ne faut pas leur demander des visas. Il ne faut pas leur requérir des visas. C'est ce que j'ai dit. Ils savent que Monsieur Abi, oui. Alors, de vous à moi. À supposer qu'on décide demain ou bien dans un an, dit bon, entre le Togo et la France, il n'y a plus de visa. Oui. Est-ce que dans 2 ans, vous imaginez le nombre de jeunes Togolais qui vont en France? Avant, quand il n'y avait pas de visa, combien de Togolais sont partis rester en France? Mais il y en avait, c'est en Allemagne, ils sont nombreux là. Non, en Allemagne, la crise de l'immigration togolaise en Allemagne a commencé à partir de quand? À partir des années, avec la crise politique au Togo. On peut le dire, même, j'étais en Allemagne, j'étais à Berlin, j'ai fait une conférence à Berlin jeudi passé, dans une salle de 300 personnes, je peux vous le dire. Les Togolais étaient là aussi dans cette salle. Les Togolais qui sont allés en Allemagne, c'est à cause de la crise sociopolitique qu'on a eu dans les années 90 au Togo. Les Togolais, ils s'en foutent. Et en plus, moi, je vais loin, on va peut-être aborder ça dans les débats, c'est que la plus grande partie de la migration, je ne parle pas de mobilité, de la migration, quand les gens se déplacent pour aller dans un autre pays, la plupart du temps, même dans nos pays, ils ne vont pas loin. Ils vont à côté de nous. Ils vont au Mali, ils vont au Burkina, Gabon. Oui, ils vont au Gabon. C'est surtout ça en fait. Pourquoi ils vont pas en Europe? Parce que vous savez, je vous dis, frère, la façon de travailler en Europe, vous savez, on peut gagner même mieux au Mali, ou en Côte d'Ivoire, au Gabon, que mieux gagner en Europe, entre autres. Les gens le savent, les gens ont l'information. On peut même mieux gagner actuellement en Guinée équatoriale qu'en Europe. Les gens le savent, les migrants, ils ont les informations, entre autres. Et pour beaucoup de migrants, même togolais actuellement, ils veulent parler en Europe, ils veulent aller au Canada. Ouais. Des pots de jeunes, ils veulent aller au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont des informations sur le Canada, la politique, justement, multiculturelle canadienne. Donc, sincèrement, que la France dise aujourd'hui, on ne donne plus de visa. Et moi, je dis même plus. Moi, je dis, attention, on peut même pas dire, on peut dire, bon, on va continuer avec les visas, mais créons un fonds de garantie. Quand quelqu'un veut partir, dites à la personne, viens déposer 1 million sur un compte bancaire. Tu as automatiquement le visa. Les gens ne veulent pas aller mourir en mer. Parce qu'ils donnent $2000 aux trafiquants qui les passent seuls. Donc, faisons ça. Dites aux gens, au lieu de donner de l'argent aux trafiquants, tu viens déposer. Vous pensez que les gens ne vont pas déposer 1 million pour avoir visa? Au niveau des considérants de pause. On a le système de demande de visa, mais il y a aussi des garanties. Pour les étudiants. Non, bancaire. Oui, pour les étudiants. Juste pour les étudiants. Et il y a combien d'étudiants qui partent chaque année, justement? Il y a combien d'étudiants qui passent chaque année, justement? C'est ça la question. Donc, moi, concrètement, si on veut empêcher que les gens ne meurent en mer, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres solutions. Mais ces solutions, on ne veut pas l'appliquer. Pourquoi on fait free visa pour d'autres pays, on ne fait pas free visa pour nous? Pourquoi on ne réfléchit pas à d'autres alternatives pour empêcher les jeunes de mourir en mer? Parce qu'on s'en fout que les Africains aillent mourir en mer. Mais en même temps, on dit, ces Africains qui vont là de façon irrégulière, ils rapportent beaucoup d'argent dans nos pays. C'est vraiment un double discours. Moi, j'ai une question particulière par rapport à ces jeunes filles togolaises qui migrent vers les pays du Golfe, notamment le Liban. C'est vrai que ces temps-ci, l'actualité est marquée par ces jeunes filles qui reviennent et qui déclarent être maltraitées, etc. Et pour vous, en tant que spécialiste de la question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je trouve que c'est vraiment regrettable. Et dans ce sens, je salue la dernière décision qui a été prise la semaine passée par le Qatar d'abolir le système de kafala. Le système actuellement dans les pays du Moyen-Orient, c'est vraiment un système esclavagiste qui fait qu'on te retient ton passeport. Et quand tu finis même de travailler pour ressortir, il faut que ton employeur donne l'autorisation de sortie.
du pays. Et c'est vrai que malheureusement, la politique de ces pays ne permet pas une éducation multiculturelle qui permet à ce qu'on accepte le noir. Historiquement, le noir a toujours été un esclave pour eux, donc c'est toujours cette façon de voir le noir esclave qui continue jusqu'à maintenant. Alors, mais la question se pose autrement. Comment d'autres pays ont fait pour régler ce problème? On pourra parler des exemples de l'Éthiopie, par exemple, qui a bloqué à ce moment le passage de ses concitoyens vers les pays du Golfe, parce qu'ils sont juste à côté. Mais cette solution n'est pas opérante. C'est ce que le Togo a pris. Le Togo a pris une décision justement à partir des années 2015, de juillet 2015, de bloquer le départ aussi. Mais cette solution n'est pas opérante. Pourquoi? Quand on bloquait le départ des gens, les gens vont passer par le Ghana. Et j'en ai vu au Ghana, à l'aéroport justement, à Accra, qui partaient, ou par le Bénin. Mais comment les Philippines ont fait? Et moi, ça fait des années que je dis ça au gouvernement togolais. Comment les Philippines ont fait? Les Philippines ont renforcé la protection consulaire. Ils ont renforcé la protection consulaire dans les pays du Moyen-Orient. Ça consiste à quoi? Ça consiste à avoir d'abord une protection, un accueil des gens qui arrivent. On sait qui vient, il est où. Ça consiste à avoir un accompagnement social pour ces gens. Ça veut dire que négocier avec les gens pour que le dimanche au moins soit un jour libre pour aller à l'église ou autre, pour faire des réunions de communauté. Ça consiste surtout en fait à avoir un accompagnement juridique. Ça veut dire qu'on est des juristes, des Libanais peut-être autres, qui travaillent avec les consulats pour accompagner ces gens quand ils ont des problèmes avec leurs employeurs. Et ça consiste aussi à faire des missions de suivi. Avoir des missions qui pour aller faire la prospection. La prospection à deux niveaux. La prospection pour savoir quel est le besoin du marché. Parce qu'on a des chômeurs au Togo. Vous savez, je félicite l'agence Welcome qui fait un grand travail, par exemple, au placement au Togo national. On voit que des gens travaillent même sur place comme travailleurs domestiques. Ils font des économies jusqu'à construire des maisons, envoyer les gens en BDS. Donc on a des gens qui peuvent faire le même travail au service extérieur, gagner plus. Si on les accompagne, ils peuvent rapporter beaucoup d'argent au Togo. Alors protégeons-les, voyons le marché, prospectons et protégeons-les de façon conséquente. Monsieur Samir Abi, on a vu tout récemment en Algérie la façon dont les Noirs ont été traités sur le sol africain. Alors quelle est votre question par rapport à ce qui s'est passé en Algérie? Vous savez, c'est là où toute la question de l'Union africaine, de la faiblesse de nos pays se pose. Vous imaginez qu'après toutes ces années de parler d'intégration africaine et autres, on parle encore sur le sol africain des gens qui se font chasser parce qu'ils sont noirs? Il y a eu 3000 personnes qui ont été chassées d'Algérie parce qu'ils étaient noirs. Et on le dit au fort, c'est pas parce qu'ils étaient en situation illégale, hein, parce qu'ils étaient noirs. Parce qu'en situation illégale en Algérie, vous savez qui on trouve le plus? Les Marocains. J'ai suivi de près ce dossier. Parce que c'est les Noirs qu'on les a chassés? Je vous assure. Est-ce qu'ils ont les papiers? Il y a deux catégories de personnes justement dans ces cas. Il y a d'abord les réfugiés, ceux qui ont fait une demande d'asile et qui ont été reconnus réfugiés, qui ont aussi été arrêtés. Le HCR, et je le dis en âme et conscience, avec toutes les preuves nécessaires, le HCR a demandé au gouvernement algérien de les libérer. Le gouvernement algérien a refusé de les libérer. C'est des réfugiés camerounais et autres qui ont été arrêtés, comme les autres, qui étaient aussi la deuxième catégorie dont je parle, qui étaient en situation illégale, juste parce qu'ils étaient noirs. Et parce qu'actuellement, l'Algérie fait face à une grosse crise économique. Et quand c'est comme l'Europe actuellement aussi qui fait face à une crise économique. Et parce qu'on fait face à une crise économique, on ne veut pas assumer que la crise économique vient du fait qu'il y a les gens qui ne veulent pas payer des impôts, il y a de l'évasion fiscale, qu'il y a de la corruption en l'air. On ne le dit pas souvent qu'il y a de la corruption en Europe et autres, qu'il y a de l'évasion fiscale en Europe. Que c'est tout ça, c'est le manque de solidarité nationale qui crée la crise économique. On veut l'amputer ça à qui? Aux migrants, aux Noirs, qui viennent voler les emplois. Mais les Noirs, ils font quoi en Algérie selon vous comme travail? Et c'est des petits jobs. C'est des petits jobs. Dans tous les pays, on le voit. Quand un migrant arrive, regardez au Togo, quand les migrants arrivent au Togo. Quand les migrants arrivent au Togo, ils font quoi? Ils sont germains, ils vont vendre au marché, ils vont vendre... C'est dans tous les pays du monde, c'est ça. Et les migrants en Algérie, ils sont sur les chantiers. Et quand ils sont sur les chantiers, ils travaillent, on les paye même pas. Ils passent 3-4 6 mois. Ils sont mal payés. Ils sont même ou bien sous-payés. Mal payés et même pas payés du tout. On refuse de les payer quand ils veulent... réclament leur argent et autres, on les renvoie, on les amène en prison et autres. C'est de la torture qui vivent ces gens-là. Alors quelles sont les conséquences de cette situation sur l'intégration africaine aujourd'hui? Ah mais écoutez, là actuellement ce qu'on constate c'est que le Maroc reprend le dessus. Vous avez vu ce que le roi du Maroc a décidé la semaine passée? Le roi du Maroc a décidé justement de lancer la deuxième vague de régularisation de tous les migrants subsahariens qui sont actuellement au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat politique actuellement au sein de l'Union africaine à cause du Sahara occidental. Sur le retour du Maroc ou pas dans le Sahara occidental. Le Maroc est sorti de l'Union africaine à cause de l'intégration du Sahara, la République sahraoui, comme étant un pays, vous savez, Idem Kodjo était là à l'époque, et c'était tout le problème avec le Togo à ce moment. Et maintenant que le Maroc veut revenir, il y a certains pays, dont le Togo, qui disent que le Sahara occidental doit partir pour que le Maroc puisse revenir. Et le Maroc, l'Algérie se sert aussi, à cause de ce problème, l'Algérie instrumentalise les migrants
sur cette question géopolitique, qui a le plus de force entre l'Algérie et le Maroc actuellement au sein de l'Union africaine, c'est tout le problème qui se joue en fait. Et aussi le roi a annoncé que, vous savez, ces migrants, quand ils ont été refoulés d'Algérie, on les a mis dans le désert. Agadez, c'est pas totalement le désert, mais c'est vraiment le début du désert. Et il y a une grosse crise humanitaire. Le gouvernement algérien prétend qu'il l'a fait en collaboration avec le gouvernement nigérien et malien, mais les gens se retrouvent là-bas sans rien à manger, sans rien où dormir. Et le gouvernement marocain maintenant dit, comme les Algériens ne sont pas gentils, moi je suis gentil, je vais vous offrir de quoi nourrir, de quoi vous vêtir et de quoi où dormir. C'est l'enjeu actuellement au niveau de l'Union africaine, c'est les petites querelles pour savoir qui est le plus fort entre l'Algérie et le Maroc, qui fait que maintenant 3000 personnes sont en train de souffrir actuellement, ils ont tout perdu, les petites économies qu'ils ont fait même en travaillant, ils n'ont même pas pu revenir avec ça. Monsieur Abi, pour faire face à l'afflux des migrants, le Rabat a signé des contrats avec le Mali et le Niger. On a vu la semaine dernière, l'Union européenne a félicité le président nigérien Mamadou Issoufou pour son rôle joué contre le flux de migrants. Ils ont même reçu des financements pour essayer de faire intégrer les migrants une fois retour chez eux, au Mali et au Niger. C'est une bonne action? Non, écoutez, sincèrement, je suis désolé de dire que l'Union européenne félicite le président nigérien parce qu'il a arrêté plus de une centaine de personnes des Nigériens parce qu'ils conduisent, par on dit qu'ils font du trafic, mais ils prennent juste des migrants ouest-africains pour les amener à la frontière de Libye, on les arrête. Et l'Union européenne félicite le président d'arrêter ces citoyens qui font du transport. Donc ils font du trafic de migrants. Ils ne font pas de trafic, ce n'est pas des passeurs justement. Quand vous allez à Agadez, je suis allé à Agadez. Oui. Je suis allé à Agadez et j'ai discuté avec ce que vous appelez passeurs. Vous savez ce qu'ils étaient avant? Ils étaient des rebelles. Vous savez la petite histoire d'Agadez, pour les problèmes qu'il y a eu, la rébellion à Agadez, ils étaient des rebelles. Et pour les calmer, le gouvernement leur a dit, lancez-vous dans le transport. On leur a donné beaucoup d'argent, ils sont lancés dans le transport. Et les migrants sont arrivés, parce que les migrants sont arrivés à partir du moment où on a fermé la route vers la Mauritanie. Donc, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de travail dans ces pays-là pour comprendre ce qui se passe. Quand j'ai vu ces gens, j'ai dit, nous sommes des transporteurs. Le gars avec qui on a discuté, avec tous le chef des transporteurs là-bas, j'appelle transporteur parce que ce n'est pas des passeurs pour moi. Le gars me dit, je suis le sponsor, le bailleur de fonds, le président du club de football d'Agadez que tout le monde connaît. Et c'est lui qui finance. C'est pas quelqu'un qui se cache quoi. On parle de trafiquants, de passeurs, on parle des gens qui se cachent. Non, le gars, c'est une personnalité publique. On a rencontré le maire d'Agadez, j'ai rencontré le maire d'Agadez. Le maire d'Agadez me dit, écoutez, ils vont me mettre dans la merde parce que ces gens-là, quand on les empêche maintenant de transporter, ils vont devenir quoi? Ils vont refaire quoi? Ils vont prendre des armes. C'est ça la situation actuellement à Agadez. On a envie de créer un conflit. Et l'État a eu les sous, l'État a eu les moyens pour essayer de rediriger les gens vers d'autres zones. Ils ont déjà fait ça en Mauritanie, ils ont déjà fait ça au Sénégal. Les Sénégalais m'ont dit, on n'a jamais vu la couleur de ces sous. Il y en a les migrants qui aujourd'hui vont vers Agadez et pour partir de l'autre côté du désert, ils payent, ils versent le montant à qui? Et justement, il y a tout un circuit. Le circuit commence dès le pays de départ. Souvent, en fait, c'est des gens qui ont déjà réussi à atteindre l'Italie qui disent écoute, passe par telle personne. Donc l'argent est versé au fur et à mesure sur tout le trajet à différentes personnes et même jusqu'en Europe. Vous savez qu'il y a des filières de mafieux au niveau de la Sicile qui sont aussi dans je conversais les gens, quand je suis justement avec le chef des transporteurs à Agadez, il me dit, il y a même nos collègues en Italie qui se plaignent que ça commence à diminuer là, pourquoi il n'y a plus beaucoup de gens qui arrivent. Donc vous imaginez, ce n'est pas... Et souvent, on parle que de nous, on parle jamais de ces filières qui sont là-bas, qui alimentent... Il y a des réseaux de l'autre côté quand même. Et moi, ce qui est grave dans ce problème, avec le Niger, en me donnant 600 millions d'euros au Niger, c'est que le Niger est en train de former sa frontière aux ressortissants ouest-africains. Pour pouvoir aller actuellement au Niger, pour nous, les Togolais, les Ivoiriens, vous savez ce que l'on demande aux Ivoiriens de payer à la frontière du Niger pour entrer au Niger? 20 000 francs. On demande aux Ivoiriens de payer, mais je dis, c'est pas au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est la question que je me pose. Parce que pour lutter contre le trafic, parce que c'est les passeurs qui quittent ici, le Bénin, le Togo, le Burkina, ils vont vers le Niger avant d'aller vers l'Europe. Ouais. Donc du coup, c'est une façon de réduire le flux. Et parce qu'ils ont obligé le Niger à changer sa loi. Beaucoup de lois ont été changées au Niger, notamment la loi sur le trafic de migrants, la traite des migrants, entre autres. Et donc, à cause de cette loi-là, ils ont renforcé le système de contrôle policier à la fois à l'entrée du Niger, aux frontières, et sur toute la route. Quand il y a Agadez, moi souvent j'aime voyager par la route pour voir ce qui se passe aux frontières. Vous ne pouvez pas imaginer que moi j'ai été bloqué 5 heures de temps à la frontière entre le Niger et le Mali, parce que je refusais de payer justement l'argent qu'on me demandait de payer. Eh ben, non, c'est ça. C'est à prendre à laisser. Non, comme j'ai refusé de payer, ils ont refusé que je passe. Et il y avait 80 personnes dans le bus.
Comme je l'ai fatigué, ça faisait 30 minutes que je refusais parce que je suis un citoyen de la zone UEMOA, de la zone CDAO, je peux passer avec ma carte d'identité et mon carte de vaccination sans rien. Et le bus, le supporter, puis ils sont partis avec mon sac et tout. J'ai tout perdu. Ils sont partis avec mon sac. Et c'est après que je leur présente pour ma carte de visite. Je suis secrétaire permanent de l'Observatoire Est-Africain d'immigration. Ils ne voulaient pas entendre raison, j'étais en tort. Et j'appelle le conseil spécial du ministère de la Sécurité du Mali, qui les appelle. Et là, ils se sont calmés. Vous imaginez? C'est ce qui se passe actuellement dans nos frontières. Au niveau du Mali, au niveau du Niger, des gens se font harceler. Nos mamans, nos frères, nos soeurs, parce que quoi? L'Union européenne donne de l'argent à ces pays pour bloquer le passage de leurs frères africains. Contre les protocoles sur la libre circulation contre les Togolais, les Ivoiriens, on signe dans le cadre de la CDAO. Et c'est ça ce que l'Europe fait. Vous pensez on est content de ça? En disant que le Niger est un bon élève parce que pour passer de Niamey à Gadez, nous les Togolais, on doit payer de l'argent à chaque point de poste. On te prend ta carte d'identité, on te prend tes relevés. Je demande pourquoi vous prenez mes relevés, mes données, les data. Ils disent quoi? C'est pour envoyer aux renseignements généraux à Niamey. Bon, monsieur Abi Samir, malheureusement, l'émission s'est bien à faire. On veut une conclusion, un mot de fin de votre part. Alors, nous, par rapport à toute cette crise actuellement de migrants, c'est difficile pour les gens de migrer. Moi, j'ai dit quelque chose. Première chose, nous sommes dans un même monde. Il faut oublier ces histoires de pays différents. Nous vivons sur une même terre, une même planète. La terre n'appartient à personne. La terre appartient à tous. Ces gens-là qui nous refusent aujourd'hui, hier ils avaient des problèmes la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fui pour venir rester chez nous. Demain, ils peuvent avoir des problèmes aussi. Ils fuiront pour aller ailleurs. Donc, soyons conscients que les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est demain peut-être votre tour. Donc, on doit appeler à une solidarité globale par rapport à la question de l'immigration. Et dernièrement aussi, à l'endroit de nos chefs d'État. Les chefs d'État sont censés nous protéger. Protéger leurs citoyens parce qu'on paye des impôts, parce qu'on travaille pour eux. Quand je vais quelque part, je donne une conférence, on dit c'est le Togolais Samir Abi qui donne une conférence. Je fais partie de ces gens-là qui donnent de l'image au Togo. Mais on doit me permettre de voyager, mais j'ai de la peine à voyager. Mon passeport togolais me crée des problèmes pour voyager. Alors que le passeport, mon collègue qui est en Europe, lui voyage facilement. Et à cause de ça, je peux perdre mon emploi parce qu'on est dans les concurrences. Maintenant, on est dans un monde mondialisé où le travail ne se trouve pas au Togo. Le travail se trouve au niveau global. Un Togolais doit être en compétition avec un Français pour trouver un emploi. Mais parce que toi, tu as un passeport togolais, tu dois avoir des visas pour voyager. C'est l'Européen qui va avoir l'emploi. Parce que ton gouvernement ne te protège pas. C'est ça que je dis. Écoutez, monsieur le chef de gouvernement qui nous suivent, les ministres et autres. C'est pas juste voyager. C'est négocier en faveur de vos pays, de vos citoyens, pour que nous puissions aussi faire de notre mieux pour apporter du développement dans ce pays. Merci M. Samir Abi. Je rappelle M. Samir Abi, le directeur exécutif de l'ONG Vision Solidaire. Merci à Elo Matsoubé du journal de la Nouvelle Tribune. Merci, Junior. Merci également à Ibrahim Matia de Temps Nouveau. Merci Madame, Monsieur. Docteur de ce 19 décembre s'achève ici. Merci de nous avoir suivi dans la rediffusion. C'est à 22h30 sur LCF et CTFM. Merci à nos amis de la diaspora qui nous suivent très nombreux partout dans le monde entier. Merci à Vincent Salayoukou depuis Genève en Suisse. Merci à Innocence Oussou depuis Bruxelles en Belgique. La rediffusion, c'est sur le www.lcftogo.com également. Rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro. Bonne semaine de l'Avent, bonne semaine de Noël à vous tous.